Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Vladimir Fedorovski, Vincent Hervouet, Gilles Maintré et François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS. On va décrypter une image choc et je vais la raconter à nos auditeurs. C'est l'ambassadeur russe en Pologne. Il se trouve à Varsovie. Il est là pour cette journée du 9 mai. Il dépose une gerbe de fleurs, j'imagine, devant un monument aux morts et on le voit se faire asperger d'un liquide rouge qui ressemble beaucoup à du sang. Évidemment, ce n'est pas du sang. Il est entouré d'activistes ukrainiens. Je ne sais pas si on va entendre un tout petit peu ce que crient ceux qui sont autour de lui. Il reste assez flegmatique. Ils disent, voilà, meurtrier, fasciste, et on le voit rester stoïque alors qu'il se fait asperger de sang, symbole de cette Russie couverte du sang ukrainien. Vladimir Fedorovski, c'est une image forte. C'est une symbolique. image très forte, mais vraiment qui a marqué les médias. Pour équilibrer, vous auriez pu montrer ce qui se passe à Belgrade. Mais vraiment, c'est une image qui bouleverse évidemment le monde aujourd'hui. François-Bernard Huyghe. Alors, ceci dit, balancer du sang de poulet, c'est une technique d'activiste qui date des années 60. Je veux dire, c'est pas une innovation. Ils n'ont rien inventé, mais l'image... Mais on est quand même dans cette situation où côté russe et côté ukrainien, on est en train de se traiter mutuellement de nazis et voilà. L'escalade verbale. L'escalade verbale. Vincent Hervouet, cette image aura des conséquences. Je sais pas, c'est de l'hooliganisme politique ou diplomatique. C'est-à-dire qu'autrefois, les ambassadeurs représentaient un État, leur personne était jouissait d'une forme d'impunité, on les laissait s'exprimer. Je ne sais pas où était la police, je ne vais pas faire l'enquête. C'est étrange, il est impavide, et c'est un vrai diplomate. C'est-à-dire qu'il ne trahit rien de son émotion. On le voit en guirlander le service d'ordre après, en revanche, parce que qui a été légèrement débordé. Oui. C'est pas la gloire quand même de ceux qui ont fait ça, c'est vrai répugnant. Et en l'occurrence, l'ambassadeur de Russie là n'est pas le représentant de Vladimir Poutine. Il est devant le monument aux morts, une guerre qui a fait, il y a eu 27 millions de morts côté russe. Alors la Pologne a été dépecée, l'historiographie officielle russe nie totalement Katyn et les massacres de masse. Ok, mais bon, là, ce sont les Ukrainiens qui viennent lui faire la peau, qui viennent l'humilier, et c'est pas vraiment glorieux, c'est même assez moche, non? C'est un peu honte, tout ça. Non, moi je trouve que c'est plutôt, ça montre le déni dans lequel s'est enfermée la Russie. En fait, la Russie ne voit plus le monde tel qu'il est. Elle continue à penser que c'est qu'elle mène une guerre, une opération spéciale en Ukraine, qu'elle règle quelque chose dans son étranger proche et qu'elle peut venir comme ça, le 9 mai, comme si de rien n'était, en Pologne. L'ambassadeur vient comme s'il était invité comme n'importe qui et il s'étonne que des gens trouvent ça inacceptable. Je pense que ça en dit long. Et c'est là aussi, il va falloir faire ce chemin pour que les Russes arrivent à pouvoir négocier la sortie de cette guerre. Ouais. Il va falloir qu'ils comprennent qu'on n'est plus dans le même monde. Mais je pense que le diplomate... Je pense que le discours autour de cette table... Attendez. Si tu me permets. Je pense que le diplomate que vous avez été... Quand la France, par exemple, reprenait ses essais nucléaires et que toutes les ambassades dans le monde entier étaient assaillies par des anti-nucléaires qui trouvaient ça scandaleux, la politique que menait Jacques Chirac à l'époque où vous étiez vous-même dans les ambassades de France, vous n'auriez pas apprécié d'être couvert de farine, de goudron. Il y a une différence qui n'est pas de degré, qui est de nature complète entre l'action que mène, la guerre, la barbarie que mène la Russie en Ukraine et les essais nucléaires. Ça n'a rien à voir. Et que justement l'ambassadeur russe pense que dans le fond, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est la Russie. Il n'est pas l'émissaire de Vladimir Poutine. Je pense que c'est un aveuglement qui montre. C'est un monument aux morts. Je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire, les Russes ne voient pas le monde. Quand vous parlez des Russes, vous parlez de l'élite russe. Parce que le peuple russe, Vladimir Fedorovski, il croit à ce que dit Poutine. Il n'est pas informé, il ne connaît pas la réalité de la situation. Non, c'est plus compliqué que ça. Vous comprenez, il y avait une évolution de l'opinion publique russe depuis un bout de temps. Je l'ai remarqué, ça remonte, si vous voulez, le fond de ma pensée, à la fin du communisme, quand il y a un très grand dissident que j'ai connu, russe, qui m'a dit, à l'époque, l'Occident visait le communisme, mais il a tiré sur la Russie. Quand il y avait 5% des Russes qui ont s'emparé de richesses, que c'était associé avec les oligarques qui sont la couche de la population la plus haïe de la Russie, et les Russes, ils ont conclu
à l'époque, qu'il y a une sorte, il vise vraiment dans une grande tradition de châteaux assiégés, de citadelles assiégées, que le complot est bien là. Et je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça que j'ai trouvé les propos du président Macron vraiment habiles, quand il dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Vous savez, je suis ukrainien, vous comprenez. Je partage complètement l'émotion de l'Ukrainien et l'horreur. Vous savez, tout ce que je déteste, c'est évidemment la guerre. Mais je crois bien qu'il y a deux discours tout de suite en Pologne. Il y a un discours pour équilibrer du ministre des Affaires étrangères polonais qui a tout de suite parlé convaincant. Et il y a un ministre de l'Intérieur, mais vous étiez diplomate quand même, autrefois, ministre de l'Intérieur, qui a dit, c'est compréhensible, il a tenu deux discours. Vous voyez, même en Pologne, il y avait deux discours comme à la table. François-Bernard Huyghe. Non, simplement sur l'opinion russe, toujours se méfier de la phrase « c'est parce qu'il y a de la censure et si le peuple savait, il se révolterait contre ses dirigeants ». Je n'en crois rien, je crois des facteurs culturels beaucoup plus importants et c'est une idée un peu niaise qu'avec un peu de communication, Enfer serait le méchant une idée dictateur. C'est une idée typiquement occidentale dont je peux vous assurer qu'elle n'est pas partagée par les Chinois, par les Maghrébins, par les Africains, etc. Évidemment, et vous savez, le danger, c'est en soi, pendant la guerre, évidemment, on tape sur tout le monde, il y a beaucoup de désinformation, c'est compréhensible. Le danger, je parle trop souvent avec les Américains, parce que je suis seul accepté quand même par les médias américains comme ukrainiens, et après on parle dans les émissions. Ils disent, ce sera très simple, les Russes, ils vont se révolter tout de suite, ils vont virer Poutine. Rien de tel. Vous comprenez, on vit dans les fantasmes, et comme on vit un moment très dangereux, un grand moment vraiment de danger, il faut être très précis, comme modestement, si on me permettait, qu'on fait toujours dans vos émissions. Merci beaucoup. Gilles Maintré, Sur le discours d'Emmanuel Macron, je vais revenir. Parce que moi, il m'a semblé au contraire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron avait manqué un rendez-vous avec l'histoire. Alors, il a proposé, il dit l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va prendre des années, voire des décennies. Il dit, soyons réalistes, ça va prendre un temps infini. Donc, il propose une espèce de formule médiane, une communauté politique européenne qui permettrait d'accueillir l'Ukraine un peu plus vite, mais évidemment, ce ne serait pas une adhésion à l'Union européenne. Voilà. Et évidemment, on voit bien que à ce moment où la guerre en Ukraine impose de trouver à un moment une sortie de cette guerre, qu'il va falloir trouver, au-delà de simplement des garanties de sécurité pour les Ukrainiens, une perspective qui permette au peuple ukrainien, compte tenu des souffrances qu'il a endurées, compte tenu de comment le pays a été ravagé, qui donne une forme d'espoir. Il faut qu'il y ait une trajectoire d'espoir pour les Ukrainiens. Or, cette trajectoire d'espoir, c'était pas d'entrer dans l'OTAN. De toute façon, c'est évidemment c'est de faire partie des choses sur lesquelles Vladimir Zelensky a déjà parlé. C'est l'Europe. Vous avez aujourd'hui 91% des Ukrainiens qui désirent entrer dans l'Union européenne. Et ça leur irait pas, cette communauté politique européenne ? Leur dire que pendant des décennies, c'est pas des années, des décennies, vous allez faire partie d'un club de seconde zone. Avec, et ce n'a rien contre ni les Albanais, ni les Macédoniens, ni les Kosovars, mais évidemment, on ne parle pas de la même chose. Et c'est déjà la réponse qui avait été faite au sommet de Versailles. Vous vous souvenez, tous les chefs d'État étaient venus. On avait dit à la Commission européenne, rendez-nous un rapport, on va avoir la réponse bientôt. Mais bon, ça va prendre beaucoup de temps et il faudra examiner votre rapport au même titre que la Moldavie, la Géorgie et puis tous les autres. En 1993, après la chute du mur, on avait déjà on était déjà face au même problème. On avait tous les pays d'Europe centrale et orientale qui frappaient à la porte de l'Europe. Et c'était historique de la même façon. Et il y avait le même écart de niveau de vie, d'état de droit, etc. Et bien en 1993, le Conseil européen avait été capable de dire, je cite, les pays d'Europe centrale et orientale pourront devenir membres de l'Union européenne s'ils le souhaitent. Objectif d'adhésion. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de dire à l'Ukraine, vous pourrez un jour être européenne si vous le souhaitez. Bien sûr, ça prendra des décennies pour qu'on fasse le processus, mais dès maintenant, on envoie ce signal. 18h45 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité, Mickaël Dorian.